Merci de votre fidélité renouvelée au programme de EDN en télévision, le journal Les Titres. Le conseil de municipalité de la commune d'Abomey-Calavi pour le compte du mois d'août s'est déroulé hier mardi à l'arrondissement de Glodibé. Vous suivrez dans cette édition le compte rendu de Antoinette Sabo. Et puis hors du Bénin au Gabon, c'est toujours l'attente après l'élection présidentielle. Une réunion décisive de la commission électorale nationale Sénat qui doit valider le nom du vainqueur a commencé tôt ce mercredi matin. Plus de 800 migrants africains arrêtés entre juin et août au Soudan, près de la frontière avec la Libye. Ceux-ci tentaient de rejoindre l'Europe, une décision des autorités soudanaises qui montre l'ampleur des migrations. Voilà pour le sommet. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les conseillers de la commune d'Abomey-Calavi ont choisi Elie domicile à l'arrondissement de Glodibé ce mardi pour la réunion de municipalité comptant pour ce mois d'août. C'est un hôte de Mac, le préfet de l'Atlantique, qui a ouvert les travaux en compagnie de Georges Bada, maire de la commune d'Abomey-Calavi. Voici le point avec Antoinette Sabo et Romaïk Deboshi. S'enquérir de l'évolution des travaux à la base, se rapprocher de sa population demeure le leitmotiv du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada. À l'instar des autres arrondissements de la dite commune, c'est le tour de Glodibé d'accueillir les travaux de séance de municipalité. Un moment propice pour les chefs de village, les chefs quartiers, les chefs d'arrondissement de présenter aux autorités communales les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. À l'occasion, le chef d'arrondissement de Glodibé a formulé quelques doléances à l'assise. La construction d'un marché moderne, si possible en hauteur à Glodibé, pour satisfaire les besoins des usagers dont l'effectif n'est plus à démontrer. Le règlement des problèmes de limites frontalières, source d'interpénétration dans les territoires et de conflits y afférents au cours des travaux de lotissement. Le reprofilage des voies reliant nos différents villages et celles des dessertes rurales. L'électrification de nos villages demeure une préoccupation pour les populations et les conseillers locaux. Sa réalisation fera de notre arrondissement une digne cité dortoir de la commune d'Abomey-Calavi. D'autres chefs d'arrondissement ont salué l'initiative du maire de décentraliser les réunions du genre. Mes impressions sont bonnes, c'est la preuve de la vitalité de la démocratie dans un premier temps et de la décentralisation proprement dite au niveau donc de nos communes. Après avoir écouté le message des élus locaux, le maire Georges Bada invitera ses collaborateurs à travailler pour le rayonnement de la commune. Votre présence ici ce matin témoigne de ce que chacun de vous a pris la mesure de la mission dont il a été investi de la part de notre population. Aussi, voudrais-je vous exhorter à plus d'ardeur et d'abnégation pour que nous gagnions ensemble le pari de la bonne gouvernance dans notre chère et belle commune d'Abomey-Calavi. La présente séance, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la gestion courante de la commune et nous donne chaque mois l'occasion de faire le point de nos différentes actions en faveur de la population de notre chère commune, puis de reprendre de nouvelles résolutions en vue de l'atteinte de nos objectifs. La séance de municipalité pour le compte du mois d'août a connu une touche particulière. La présence du préfet de l'Atlantique qui a saisi l'opportunité pour féliciter et exhorter le conseil communal à continuer dans cet élan d'arrondissement tournant. Des recommandations sont également émises pour faciliter la résolution des différents problèmes que rencontrent les élus locaux dans leurs tâches. On reste dans la commune d'Abomey-Calavi qui a connu quelques perturbations sur ses tronçons routiers dans la matinée de ce mardi. Et pour cause, le blocage de la chaussée menant à Cotonou à hauteur du pont de Ouedonou dans Godomé pour des travaux effectués sur le 10 pont dans la nuit du lundi à mardi. Mais finalement, le passage a été ouvert à la circulation après plusieurs embouteillages inhabituels. Frédéric Seroulan et Romaïk Deboshi ont effectué le constat.
Le pont de Ouédonou n'a pas cédé contrairement aux rumeurs, mais il a été l'épicentre ce mardi 30 août 2016 d'un embouteillage inédit du fait de son blocage dans l'optique de préserver les travaux exécutés nuitamment pour corriger son affaissement. Une situation qui a rendu infernale la circulation, déjà difficile à ce niveau pour les citoyens désirant quitter la ville d'Abomey-Calavi pour la capitale économique Cotonou et vice-versa. Mais face à cet embouteillage, les autorités en charge des travaux sont intervenues pour ouvrir la voie aux usagers. Ce pont qui s'affaissait progressivement, c'est ça que nous voulons réparer. On appelle ça des travaux correctifs. Sur instruction du ministre des Infrastructures et des Transports, nous sommes intervenus hier nuit de 22h jusqu'à 6h du matin pour pouvoir mettre du béton dans ce décalage-là afin de ramener à la hauteur qu'il faut pour éviter un ralentissement au niveau de ce pont. Parce que ce ralentissement faisait qu'il y avait un bouchon. Vous avez constaté aujourd'hui maintenant que le béton est fait. C'est vrai que c'est encore frais. Nous sommes obligés de mettre du sable dessus pour permettre à la circulation de passer. On devait attendre 7 heures de temps, mais sur insistance de l'autorité et telle que la population était patiente, nous avons ouvert. Pour certains usagers, les autorités ont manqué de vision car ils estiment que les travaux devaient être menés en week-end. Mais Victorin Ronvaux réplique. Mais pourquoi un week-end? Le week-end aussi, il y a la circulation. Autant régler le problème une fois pour de bon. Une zone hydromorphe, c'est une zone où il y a de l'eau en permanence. Donc cet affaissement, c'est un affaissement technique qui arrive. Nous concevons que ça doit arriver. Mais il faudrait que nous réglions le problème. Mais je m'excuse et puis ça doit arriver. Permettez-moi de dire qu'on ne peut pas manger les omelettes sans casser les œufs. Nous devons prendre en compte progressivement ces aléas-là. Les citoyens rencontrés reconnaissent dans leur grande majorité l'utilité de ces travaux. Le seul ennui, les dégâts causés à certains d'entre eux. Ça m'a causé des désagréments parce que j'allais même voir une cliente. Donc je suis déjà en retard. Donc je viens de l'appeler pour m'excuser. Pour qu'il m'accorde quelques 15 minutes encore. Oui, sinon ça serait embêtant. Ah, je suis déjà en retard. Je suis déjà en retard parce qu'on ne peut même pas circuler. On ne peut même pas circuler. Vous voyez, avec même les gros porteurs qui créent... Regardez vous-même ce qui se passe ici. C'est très compliqué de circuler, même en moto. Avec la rapidité qu'ils ont effectué ces travaux, vraiment, je crains que cela ne puisse durer. Cette courte interruption du pont de Ouédonou, principal trait d'union entre Abomey-Calavi et Cotonou, vient relancer le débat de la nécessité de construire d'autres voies reliant les deux grandes villes. Hors du Bénin, une réunion décisive qui doit valider le nom du vainqueur de l'élection présidentielle au Gabon a commencé ce mercredi matin en absence d'observateurs de l'Union européenne avec des scores contestés par l'opposition. L'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale CENAP a commencé à 7h30 GMT. C'est à l'issue de cette réunion que le ministre de l'Intérieur doit proclamer les résultats officiels. Les résultats provisoires du scrutin à un tour qui oppose le président sortant Ali Bongo Ondimba et son rival Jean Ping. Les Gabonais sont toujours dans l'attente des résultats du scrutin présidentiel du samedi dernier. L'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale CENAP a commencé tôt ce mercredi matin. Et c'est à l'issue de cette réunion que le ministre de l'Intérieur doit proclamer les résultats officiels provisoires du scrutin à un tour qui oppose le président sortant Ali Bongo Ondimba et son rival Jean Ping. 2 observateurs de l'Union européenne présents dans la salle ont été invités à sortir juste avant l'ouverture des débats à huis clos entre délégués des deux camps, a constaté l'agence France Presse. Nous nous conformerons aux dispositions électorales qui prévoient une centralisation à un niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau provincial, en ce qui concerne l'élection du président de la République. Donc, en application des dispositions de la loi spéciale relative à l'élection présidentielle, donc la publication sera faite. S'il n'y a pas de consensus, on procédera comme on a procédé, comme est prévu par la loi électorale en ce qui concerne l'examen de candidature, c'est-à-dire que le bureau sera amené à se prononcer par vote. C'est un enjeu d'importance, avec bien entendu des intérêts également très importants. Mais c'est l'option, on va dire, normale, prévue par la loi électorale, avec la possibilité de, évidemment, trouver une porte de sortie en cas de blocage.
Ali Bongo obtiendrait dans la province de Haut-Ogooué 95,46% des suffrages avec une participation de 99,93% pour 111,714 inscrits d'après le procès-verbal qui doit servir de base au débat. Mais les délégués de l'opposition au sein de la CENAP ont prévenu qu'ils n'accepteraient pas ces PV. Une centaine de partisans de Jean Ping ont dormi au siège de campagne de leur candidat en attendant les résultats officiels du scrutin. On attendait ces résultats depuis mardi et puis jusqu'à présent on n'a rien. C'est sûr qu'on est impatient, mais qu'est-ce que vous voulez? On va rester là jusqu'à ce qu'on proclame ces résultats. On est déterminés. Si ça prend autant de temps, c'est que l'inquiétude est de leur côté. Parce que s'ils étaient aussi sereins que cela, le samedi ou bien le dimanche au petit matin, on aurait eu les résultats. On attend juste la proclamation, on sait qu'il a gagné. Donc pour le poste là, en 2009 ça a marché, mais là ça ne marche pas. La responsable des observateurs de l'Union européenne avait demandé lundi la publication des résultats par bureau de vote pour assurer la confiance dans l'intégrité des résultats finaux et garantir qu'ils reflètent la volonté populaire. Au moins 5 personnes ont été tuées, 30 environ blessées ce mardi dans un attentat suicide contre un hôtel très fréquenté de la capitale somalienne Mogadiscio, non loin du palais présidentiel. Cette attaque a été revendiquée par les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda. Commentaire Carole Olaye. Alors, je disais tantôt tout simplement qu'au moins 5 personnes ont été tuées et environ 30 autres blessées ce mardi dans un attentat suicide contre un hôtel très fréquenté de la capitale somalienne à Mogadiscio, non loin du palais présidentiel. Cette attaque a été revendiquée par les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda. C'est la 3e fois en 18 mois que l'hôtel Sil est la cible des attentats revendiqués par les islamistes Shebab. Ce mardi, ce sont 5 personnes qui ont perdu la vie et près de 30 autres qui ont été blessées dans ce dernier attentat. Un bilan peu lourd par rapport à la force de l'explosion qui a été énorme selon un policier somalien. Mohamed Abdul Kadir a également déclaré à l'AFP que le véhicule piégé a d'abord forcé un premier checkpoint à quelques centaines de mètres de l'hôtel, ce qui a amené les forces de sécurité à ouvrir le feu sur le véhicule qui s'est ensuite explosé. Les islamistes Shebab ont juré la perte du gouvernement somalien, mais sont également confrontés à la puissance de la force de l'Union africaine en Somalie. Ces derniers multiplient de plus en plus les attentats à Mogadiscio, une manière de confirmer les menaces sécuritaires sur le processus électoral en cours dans le pays. On reste toujours sur le continent. Entre juin et août 2016, plus de 800 migrants africains qui voulaient rejoindre l'Europe à la Libye et un groupe de passeurs ont été arrêtés au Soudan, près de la frontière libyenne. Une déclaration des responsables des services de sécurité soudanaises. Commentaire Antoinette Sabou. Au total, 816 migrants ont été arrêtés au Soudan alors qu'ils tentaient d'entrer en Libye, un pays situé à 300 km des côtes européennes. Plusieurs migrants empruntent cette trajectoire pour traverser la Méditerranée, ont déclaré à des journalistes des responsables de l'armée et de la police soudanaise. Parmi les personnes interpellées figuraient 347 Érythréens, 130 Éthiopiens et 90 Soudanais. Les migrants ne sont pas les seuls chercheurs d'asile, les groupes de passeurs en font partie. Un des leurs a été arrêté après des heurts avec les forces de sécurité qui ont coûté la vie à 2 soldats et un officier près de la frontière libyenne. Il faut noter que des milliers de migrants d'Afrique subsaharienne tentent quotidiennement de rejoindre la Libye, d'où ils embarquent pour une dangereuse traversée vers l'Europe. Lundi, environ 6500 migrants ont été secourus au large de la Libye, un chiffre record selon les gardes-côtes italiens. Le Burundi est de plus en plus isolé et depuis le 6 août, Bujumbura, la capitale du Burundi, a décidé de fermer sa frontière avec le Rwanda au transport en commun pour protéger les populations. Bien avant cette décision, les autorités burundaises avaient également interdit fin juillet l'exportation de produits alimentaires avec les pays étrangers en cause, j'allais dire, le risque d'une pénurie engendrée par la sécheresse. Une ville frontalière prise en étau entre le Rwanda et le Burundi, aux relations diplomatiques difficiles. Le commerce tourne au ralenti à Ayanjaru depuis 2015, quand le président burundais s'est présenté à un 3e mandat controversé
accusant le Rwanda de soutenir la rébellion. Le Burundi a interdit aux bus de franchir les barrières, officiellement pour des raisons de sécurité. Les voyageurs doivent maintenant traverser la frontière à pied. Depuis cette interdiction, le prix du trajet a beaucoup augmenté. Maintenant, pour faire un aller-retour, ça coûte 20 000 francs rwandais, alors qu'avant, ça ne coûtait que 12 000. Fin juillet, le Burundi a également interdit l'exportation de produits alimentaires, disant craindre une pénurie à cause de la sécheresse. Une décision qui touche surtout les petits commerçants. Notre commerce a été très affecté par la décision du Burundi. Nos principaux clients venaient du Burundi et traversaient la frontière pour acheter nos produits. Mais certains ont trouvé des astuces pour faire passer quelques marchandises au noir et survivre. Je cache un peu de riz sous mes vêtements et je passe la frontière. Au Rwanda, les prix des denrées alimentaires ont déjà augmenté. Le gouvernement a qualifié la décision du Burundi d'illégale, car contraire au statut de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Hors de l'Afrique, les cas de choléra ont ressurgi dans plusieurs communes à Haïti. Dans la commune de Carrefour, près du Port-au-Prince, les malades ne disposent d'aucune intimité dans le centre de traitement de la maladie. Commentaire. Aucune séparation entre les lits de camps recouverts de bâches plastiques pour ces hommes, femmes et enfants regroupés dans un ancien hangar au centre de traitement du choléra de la commune de Carrefour près de Port-au-Prince. Vu le nombre croissant des malades, les équipes médicales s'inquiètent surtout du manque de moyens financiers, ce qui a des répercussions terribles sur la santé des patients. Il faut rappeler que le manque d'hygiène, eau non traitée, repas mal préparés, latrines insalubres sont essentiellement les causes du choléra. Pour éradiquer le mal, une équipe médicale se rend au domicile des porteurs de l'épidémie pour procéder à une décontamination des lieux avec une solution chlorée pour tuer la bactérie afin d'éviter aux voisins d'être contaminés. Dans un petit village rural en Haïti, l'opération ne passe pas inaperçue. Les travailleurs humanitaires rappellent aux populations les consignes d'hygiène à suivre. Cette sensibilisation constitue pour le moment l'unique action pour contrer l'épidémie. Au moins 800 000 Haïtiens ont été contaminés de l'épidémie depuis octobre 2010. Les casques bleus népalais sont en partie responsables de l'introduction du choléra dans le pays, a reconnu l'Organisation des Nations Unies. Et en Corée du Sud, où les canons de l'esthétisme déprimaient, même les Barbies historiques, un mannequin tente de convaincre les grandes tailles qu'il n'y a pas besoin d'être une crevette pour bien rester dans ses baskets. Longiligne, mince, voire maigre. En Corée du Sud, les canons de beauté sont des plus stricts et pour certaines, ils sont carrément étriqués. Viviane Kim fait 1m65 pour 70 kg. C'est l'un des rares mannequins dits de grande taille du pays. C'est comme si les célébrités et les starlettes qu'on voit dans les médias étaient devenues les normes de minceur et de beauté. Et que n'importe qui d'autre qui ne serait pas aussi mince est considéré grosse et moche. Viviane a pourtant réussi à percer dans une industrie qui ne voulait pas vraiment d'elle. Elle a notamment créé un magasin en ligne de vêtements grande taille. Pour ses clientes, c'est un bol d'air dans une société particulièrement conformiste. Un jour, à l'époque où je pesais 85 kilos, j'étais dans le bus avec ma mère et elle m'avait demandé de descendre pour prendre le prochain parce qu'elle avait honte de moi. Elle était gênée que je l'appelle maman en public. Si le marché est une réalité, les marques sont réticentes à employer des mannequins grande taille. Elles le resteront à moins d'un changement radical des mentalités. Pour y arriver, il va falloir que les marques de vêtements et le monde de la mode changent et les intègrent de manière plus professionnelle, plutôt que de juste les engager pour des événements sans lendemain ou pour avoir un côté fun. Viviane doit aussi batailler pour se faire une place sur les réseaux sociaux et faire face aux nombreux internautes qui la traitent pour les plus polis de grosse. La jeune femme s'en moque, elle n'a jamais eu besoin des autres pour penser qu'elle est belle, elle le sait. C'est tout pour cette édition. Merci à tous. Vous pouvez retrouver le journal sur notre site www.benin-eden.tv. À demain.